je vais présenter nos intervenants, mais à chacun, je vais leur poser un peu la même question, c'est-à-dire leur lien avec le remembrement et comment ils sont entrés, par quel chemin ou quel sentier ils sont arrivés jusqu'au remembrement. Donc, Inès Léraud, vous êtes journaliste et puis productrice, notamment pour France Culture. On vous connaît, ou en tout cas le grand public vous connaît particulièrement pour l'enquête et puis aussi cette BD documentaire que vous avez publiée sur les algues vertes. Et puis donc cette nouvelle BD Champ de bataille sur l'histoire du remembrement. Et là, la question c'est voilà, comment on fait le lien? Est-ce qu'il y a un lien entre les algues vertes et le remembrement, ou en tout cas comment est-ce qu'on entre en connaissance du remembrement, sachant que le sous-titre c'est une histoire enfouie, c'est-à-dire que a priori c'est pas connu. Ça va marcher là? Oui. Merci beaucoup d'être venus si nombreux. Enfin, c'est impressionnant de se retrouver face à une salle aussi pleine. Et merci à Olivier Banchereau qui a eu cette idée formidable de nous inviter, entre autres Léandre et moi, à venir parler de notre travail dans la Vienne et à nous ouvrir les archives départementales de la Vienne, parce qu'il y a plein de cartons sur l'histoire du remembrement dans le département qu'on a commencé à explorer aujourd'hui, et on s'est dit qu'il fallait absolument qu'on revienne. En tout cas, en effet, il y a un lien direct entre les algues vertes et le remembrement. En gros, je remonte la chronologie et les cours d'eau, on va dire. Et le remembrement, c'est une opération qui a occasionné beaucoup d'arasement de bocage. Et ce bocage, en fait, il avait comme utilité d'empêcher l'érosion des terres. Terre qui nourrit par les nitrates, les engrais, les lisiers animaux, etc., peuvent, sans bocage, se retrouver en partie dans les cours d'eau et aller enrichir le littoral. Et les nitrates qui s'y trouvent vont causer en fait l'invasion par les marées vertes de certaines côtes bretonnes et d'autres côtes françaises. Donc voilà, donc il y a un lien direct. Et comment moi je suis venue au remembrement, j'étais journaliste, j'ai grandi dans le Maine-et-Loire, j'étais journaliste à Paris pendant plusieurs années, une dizaine d'années, et j'ai décidé de venir m'installer en Centre-Bretagne pour vraiment enquêter en immersion sur mon terrain, qui était l'agroalimentaire et l'agro-industrie. Et c'est vraiment en effectuant ce déplacement et en m'installant dans un tout petit village agricole, en côtoyant les habitants, notamment les habitants les plus âgés, que j'ai entendu parler de remembrement, et de remembrement associé à des violences sociales, associé à une idée de rupture anthropologique, le fait que la vie des gens avait complètement changé après, leur vie collective, la vie des villages, vers quoi était tournée l'économie des villages, et toutes les scissions que ça avait provoquées entre les villageois, et l'intervention des forces de l'ordre parfois, pour écraser l'opposition et faire que ce remembrement ait lieu jusqu'au bout dans les villages. Et voilà, je me suis dit qu'il fallait, comme il n'y avait rien eu sur cette résistance, que c'était important d'enquêter. Et je me suis lancée fin 2019. Alors, à côté de vous, Léandre Mandard, bonsoir. Donc vous êtes agrégé d'histoire et puis doctorant au Centre d'histoire de Sciences Po, où vous travaillez sur une thèse depuis quelques années. Une thèse, sur le remembrement. Alors je donne le titre de la thèse, à moins que ça ait changé, mais je ne pense pas. Révolution dans le bocage, genèse, exécution et contestation du remembrement rural en Bretagne, 1941-2007. Je cite les dates parce que je pense qu'on va y revenir, elles sont importantes. Et puis, vous avez été conseiller historique pour la BD Champ de bataille, l'histoire enfouie du remembrement. Et donc, même question, j'ai envie de dire, comment est-ce qu'on arrive à parler ou à s'intéresser au remembrement, et puis peut-être le lien justement et cette rencontre avec Inès Léraud. Merci pour l'invitation déjà aussi, et pour les conditions d'accueil exceptionnelles qu'on a reçues aux archives départementales ici. Et alors le remembrement, moi j'en ai entendu parler depuis longtemps, parce que mes parents sont agriculteurs, éleveurs laitiers en Ille-et-Vilaine. Donc pas très loin de Rennes, ils sont retraités maintenant, mais voilà, ils ont été imprégnés de cette histoire-là. Mes grands-parents l'avaient connu, le remembrement dans le Morbihan. Et du coup, je pense que du fait de cette histoire personnelle, familiale, je me suis tourné
vers l'histoire de l'agriculture durant mes études. Et j'avais constaté, comme Inès, qu'il y avait eu très peu de travaux sur ce remembrement, et notamment très peu de travaux récents et critiques qui s'intéressaient finalement à l'expérience vécue aussi des gens, aux effets sociaux, psychosociaux, culturels du remembrement qui sont considérables, et même aux effets environnementaux finalement. Ça avait été peu documenté par des travaux d'histoire. Et alors que voilà, je me disais aussi que quand même ça avait été une forme de révolution, ce remembrement, quand même en Bretagne et dans pas mal de régions en France. Et on s'est rencontrés avec Inès vers 2020, où on s'est rendu compte qu'on travaillait sur ce même sujet via... c'est une autre personne aussi qui avait produit un mémoire à l'époque aussi sur le même sujet. Enfin, d'un coup, en fait, un peu à la même période, il y a plein de personnes qui se sont intéressées à ce sujet. Chloé pourra peut-être en témoigner aussi. Mais alors qu'il y a eu... voilà, c'était un angle mort des études universitaires, on va dire, pendant des décennies. Voilà, ça a ressurgi un peu d'un coup. À côté de vous, Chloé Baudry, donc après la journaliste, l'historien, nous avons une autrice. Chloé, vous êtes autrice et vous avez déjà publié quelques textes. Votre travail est tourné vers les lieux et les archives. Et vous poursuivez actuellement un travail autour du remembrement dans le cadre d'un doctorat, d'une thèse. C'est pour ça que vous êtes là, voilà. Thèse pratique et théorie de la création littéraire. C'est à l'université d'Aix-Marseille. En gros, c'est que dans cette thèse-là, vous avez une partie création, voilà, et vous avez choisi de le faire sur la thématique du remembrement. C'est quand même assez intriguant. Et donc, voilà, même question que les autres. Comment est-ce qu'on arrive à choisir ce sujet-là pour une thèse en création littéraire ? Eh bien, alors, bonsoir, merci aussi pour l'invitation et merci d'être venus si nombreuses et nombreux. Alors, comment on en vient à ça ? Moi, je dirais que d'abord, je suis née dedans, puisque je suis moi aussi fille de paysans. Mes deux parents étaient paysannes et paysans, mes grands-parents, mes arrière-grands-parents, dans le sud Vendée, dans une commune qui s'appelle Bazoges-en-Parais, pour ceux qui connaîtraient. Donc j'ai grandi, moi ce dont je me souviens c'est que j'ai grandi avec ce mot surtout, et quand je jouais autour de la ferme, je jouais sur les chemins de remembrement, et c'était comme ça qu'on me disait tu peux aller jouer derrière, il y a le chemin de remembrement, et ce mot là je ne savais pas ce que c'était vu que j'étais enfant, et je sentais dans la manière que les gens avaient de le prononcer qu'il y avait un problème, enfin que c'était un mot dangereux, un mot bizarre, un mot voilà. Il y avait ça, et moi du coup, puisque je ne savais pas ce que c'était, je me suis raconté une histoire, et pour moi donc c'était un chemin où il y avait des gens qui avaient été découpés puisqu'il y avait eu des démembrements, quoi. Donc ça a commencé comme ça, je suis née avec ça, enfin j'ai grandi avec ça. Donc, première étape, et voilà. Et deuxième étape, c'est quand j'ai un jour fait du rangement avec ma maman dans les archives familiales. On a trouvé un classeur dans lequel il y avait plein de plans cadastraux de l'époque du remembrement, et notamment un plan donc de la commune, une représentation du coup de mon lieu très familier, mais sous forme de cadastre, donc très rigide. Et en même temps, ce plan-là avait été annoté. Il y avait des dessins en plus, la légende était augmentée, notamment c'était précisé haies qui ont été conservées, haies qui ont été malgré tout arrachées. Et donc très vite j'ai demandé à ma mère ce que c'était, et elle m'a expliqué que c'était elle qui avait complété la légende, mais guidée par son propre père qui s'était impliqué dans la sous-commission de remembrement et qui avait donc pris le soin à la veillée de noter les quelques victoires ou les quelques petites choses comme ça qu'il avait pu obtenir au cours du processus. Donc je me suis retrouvée devant cette archive qui était à la fois une trace très concrète du droit et une archive très collective, et en même temps avec déjà un geste, moi, qui me ramenait à ma famille et puis à la réécriture, quoi. Donc forcément j'ai eu envie d'écrire. Voilà. À côté de vous, donc on a le sociologue
du groupe. Benoît Leroux, qui est maître de conférences en sociologie à l'université de Poitiers, travaillait notamment sur la sociologie des agriculteurs et des agricultrices biologiques. Le remembrement, ce n'est pas votre sujet de recherche, mais voilà, quand on est sociologue et qu'on s'intéresse aux agriculteurs, même aujourd'hui, présent, je suppose que c'est un sujet qu'on croise. Oui, tout à fait. Merci pour l'accueil, merci pour votre présence. Moi, je commencerai peut-être par le volet personnel aussi, parce que je suis aussi fils de paysanne et de paysan dans la lignée. Et c'est pas anodin, hein, si on travaille sur ces objets, hein, je pense que sociologiquement ça s'explique évidemment. Je voulais commencer par dire l'émotion que j'ai eue quand j'ai commencé à lire la BD. Je l'ai même lâché des mains au bout de 2-3 pages en fait. Ça m'a fait beaucoup d'émotions. Et en fait, parce que ça fait écho à une histoire familiale qui est douloureuse aussi, là aussi, ça touche, ça résonne sur des paysages. Moi, je viens du Perche vendômois, c'est au-dessus de Vendôme, dans le Loir-et-Cher. Et mon père et ma mère sont installés dans les années 60 sur une ferme qui était déjà remembrée, je pense. Par contre, comme je disais en aparté, mon père a été dans la logique productiviste. En 66-67, ils ont continué à arracher des vieux arbres, à tuer des ruisseaux, à drainer les terres dans des logiques qui étaient, on en parlera, hein, il y a quelque chose qui est très structurel dans cette logique productiviste. Et pour autant, j'ai le souvenir de mon papa on se baladait dans les ruisseaux et j'ai une relation avec le terroir, avec les cours d'eau, la vie de ces haies, parce qu'il restait quand même, il reste encore sur cette ferme familiale des chemins creux, des haies, des trognes. J'ai ramené un bouquin sur les trognes, parce qu'il y a eu une révolution dans la famille. Dans les années 80, ils sont convertis au bio. Il a rencontré... on est aussi dans une mouvance animée par toutes les pensées post-68. Et moi, j'ai replanté des arbres, j'ai replanté des haies avec mon père. Et il y a aussi toute cette histoire qui résonne en moi, c'est-à-dire aussi cette possibilité, et c'est présent dans la BD, on peut refaire émerger quand même cette culture paysanne, même si ça prend beaucoup de temps. Pour faire un chemin creux, il faut plusieurs siècles et de pratique. Et alors, le petit pendant avec mes recherches, effectivement, j'ai fait une thèse sur les agriculteurs et les agricultrices bio, et évidemment, l'importance... C'est une question que je n'ai pas traitée dans ma thèse, mais il y a un effet post-remembrement qui est évident dans les logiques de conversion à la bio, je pense. En tout cas, il y a un effet post-massification productiviste, recours aux pesticides, aux fongicides de synthèse, etc. Mais il y a quelque chose sur lequel je reviendrai un petit peu après, en laissant la parole à mon voisin. À côté de vous, le dernier de la bande, c'est le juriste Denis Rochard, donc maître de conférence à l'université de Poitiers, jusqu'à cette année directeur du diplôme supérieur de notariat, je crois. Et puis vous faites partie aussi, ou en tout cas vous êtes conseiller scientifique d'un groupement d'intérêt, c'est ça qu'on dit, Ruranote, avec comme slogan « Notaire de vos terres ». Donc, vous m'avez dit que vous aviez le droit rural chevillé au corps. Donc quand on est un juriste de droit rural, le remembrement, c'est un peu l'arbre qui cache pas la forêt. Oui, ça parle forcément. Sans doute d'abord, merci Olivier pour l'accueil, avec un thème bien choisi, manifestement. Et je ne vais pas déroger à la règle, puisque je suis aussi fils d'agriculteur et frère d'agriculteur. Donc c'est vrai, vous pouvez vérifier. Alors, mes petits... Savoir si elle n'a pas des ancêtres agriculteurs. Voilà, mes petits, je l'ai bien vécu, puisque je suis originaire du Limousin. C'était une région qui n'a pas été tant concernée que ça par le remembrement. Vérification faite, pas dans cette région d'élevage pur, en tout cas vache allaitante, où il y avait les fossés, les cours d'eau naturels pas déviés, les chemins pas trop déviés. Donc je l'ai pas dans le coin où j'étais, je l'ai pas trop mal vécu. Mais après, quand j'ai fait mes études de droit à la faculté de droit de Poitiers,
Et quand on enseigne le droit rural, on est rattrapé par le remembrement, parce qu'on ne peut pas enseigner le droit rural sans parler du remembrement, qui a eu des objectifs, qui a produit des effets positifs par rapport aux objectifs qu'on avait posés à un certain moment, avant qu'on en découvre les effets négatifs. Et puis, le remembrement, il est attrapé par le droit national, mais il est renforcé par le droit européen avec la PAC dès 1962, qui remet un coup de pression et qui fait que les lois ont été au service des objectifs. Donc très clairement, on le voit. Après, on est rattrapé, quand on continue à enseigner le droit rural, par le droit de l'environnement, qui lui va mettre un coup de frein sérieux sur le remembrement, au-delà des aspects aussi financiers. Donc on l'enseigne, le remembrement rural, on ne peut pas y échapper. Et puis sur mon autre casquette plus notariale, là on découvre parfois les inconvénients des opérations de remembrement, parce que quand dans des actes notariés, il faut faire l'origine trentenaire de ce qui a pu se passer, quand il y a eu des indivisions, quand il y a eu des différentes opérations, les droits se sont plus ou moins bien reportés quand il y a eu des opérations de remembrement. Donc parfois, dans le notariat, pour les collaborateurs, c'est un casse-tête. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé tout simplement parfois une opération de remembrement. Et puis, vous parliez de démembrer. Nous, il faut toujours rappeler, les juristes civilistes, qu'on disait le Code civil, c'est une machine à hacher le sol. Alors comme ça hachait le sol, le remembrement, lui, il essayait de lutter contre cette machine à hacher le sol pour mieux structurer les parcelles. Alors après, on reparlera, j'imagine, des effets positifs, mais aussi des effets négatifs. Il y en a, mais il y a les deux. Alors justement, rentrons dans le vif du sujet. Peut-être qu'on parle de ce mot, là, remembrement, qui est quand même un terme un peu technique, il me semble, qui n'est pas très poétique en tout cas, je trouve. On ne faisait pas référence à une sorte de corps démembré qu'il aurait fallu remembrer finalement. Est-ce qu'on peut essayer déjà de commencer à définir le mot remembrement? Est-ce que c'est l'historien qui s'y colle? Oui, c'est quoi ouais. Je pense qu'on aura différentes définitions aussi suivant le point de vue et la discipline. Mais le remembrement, oui, donc c'est un aménagement, une politique d'aménagement qui consiste à agrandir les champs et pour les adapter notamment aux tracteurs, au matériel agricole motorisé, moderne. Et du coup, ça participait aussi à regrouper les parcelles qui étaient souvent dispersées autour des exploitations. Et du coup, dans les régions effectivement de bocage où on avait des haies, des talus, des chemins creux, le remembrement s'accompagnait de ce qu'on appelait les travaux connexes, où on détruisait une part importante, souvent des haies, des talus. Et ce qui peut être juste intéressant à dire, c'est de parler de l'étymologie du remembrement, parce que effectivement, oui, c'est un mot un peu bizarre. Et moi, ce que j'ai trouvé, en tout cas, c'est que ça semble venir de l'ancien français, qui veut dire se remembrer. Ça veut dire se souvenir. Ça a donné en anglais aussi remember. Et le mot de remembrement, au XVIIe siècle, il désigne des opérations d'accaparement foncier, en fait, qui étaient menées par certains seigneurs dans certaines régions. Le seigneur, en fait, imposait aux paysans qui étaient sous sa tutelle de se remembrer les anciennes limites de son domaine telles qu'elles apparaissaient sur les vieux titres seigneuriaux, dont on imagine qu'ils étaient assez flous à l'époque. Et donc voilà, c'était une stratégie d'accaparement foncier qui, par glissement de sens, ensuite, dans les siècles suivants, a désigné une opération de regroupement de parcelles. Et c'est comme ça qu'on est arrivé au remembrement moderne. Mais c'est vrai qu'il ne s'agit pas de démembrer, d'enlever les membres d'un quelconque corps. Non, alors juste pour préciser, du point de vue juridique, on n'a plus le droit d'utiliser le terme de remembrement. Ça peut vous surprendre, mais depuis une loi de 2005, le terme a été retiré du Code rural et de toutes les législations qui y font référence. Ça a été remplacé par un terme qui est celui d'aménagement foncier rural, qui est le vrai terme. Alors, on continue dans la vie quotidienne de parler de remembrement parce que ça parle aux gens, mais on ne peut plus écrire dans les actes, dans les contrats, l'opération de remembrement. C'est plus prévu par le Code. Alors souvent, quand un terme est devenu trop péjoratif, on change son intitulé. Probablement que le remembrement était devenu trop d'aspect négatif. Quand même, on est donc du coup sur une histoire un peu sur du temps long du remembrement.
on parlait de l'époque médiévale, bon, on va peut-être remonter un peu le temps plus rapidement, parce qu'on n'a pas autant de temps. On disait que le remembrement, par exemple en France, il avait commencé notamment dans les régions qui n'étaient pas bocagères. Et ça, je pense que ça a une importance peut-être pour comprendre peut-être la suite et peut-être des résistances dont on va parler après, notamment parce que dans des régions d'open field, on va utiliser des mots, c'est-à-dire de champs ouverts, forcément, il n'y a pas de haies, donc ça pose peut-être moins de problèmes dans les populations de procéder à ce type de remembrement. Est-ce que Inès ou Léandre oui, deux mots là-dessus. C'est vrai que le remembrement, il a été déployé déjà massivement dans la seconde partie du XXe siècle, et il est issu d'une loi de 41, c'est la loi du 9 mars 1941, qui est donc a été élaborée par le régime de Vichy, donc dans un contexte politique assez trouble, comme vous pouvez l'imaginer. Alors pour plusieurs raisons, parce qu'il y avait une injonction de l'occupant allemand déjà à produire. Les Allemands considéraient les autorités occupantes considéraient l'agriculture française comme très archaïque déjà, et il s'agissait de faire de la France le grenier de l'Europe allemande, de nourrir les troupes d'occupation aussi qui ponctionnaient beaucoup l'agriculture française à cette époque. Et d'autre part, il y avait aussi un certain nombre de technocrates français, des ingénieurs du génie rural souvent, qui avaient déjà dans leur carton ce projet d'accélérer le remembrement, en réalité, parce qu'il y avait d'autres lois de remembrement en 18-19, mais qui ont été peu appliquées, parce qu'elles étaient considérées finalement comme trop démocratiques. Elles étaient accompagnées d'une procédure où il fallait des majorités, l'unanimité parfois dans les décisions. Et du coup, la loi de 41, par rapport aux lois précédentes, est beaucoup plus expéditive, on va dire, et voire autoritaire, en fait. Et du coup, elle a été conservée à la Libération. Et le remembrement a été appliqué, en effet, d'abord dans le bassin parisien, où, alors c'est parce que c'est la grande région de culture céréalière, les céréales c'était assez stratégique, donc ça a été priorisé aussi par le pouvoir central, on va dire, qui a quand même piloté aussi cette politique de remembrement au niveau national. Et c'est seulement à partir des années 60, après les lois d'orientation agricole de Gaulle, avec son ministre Edgar Pisani, où le remembrement, où on a augmenté considérablement les crédits alloués au remembrement, et on a décidé vraiment aussi de remembrer massivement les régions de bocage. Donc ça concerne par exemple la Bretagne, mais la Normandie, pas mal le Poitou et quelques autres régions. Et sachant que remembrer un bocage, on en parlera sans doute. On détaillera sans doute après, mais ça présente beaucoup de difficultés déjà techniques, et ça coûte très cher aussi, parce que du coup il y a toutes ces haies et ces talus qui sont assez embêtantes pour tracer des nouvelles limites de parcelles. Oui, peut-être qu'on peut approfondir là-dessus, c'est-à-dire que la haie du coup devient presque gênante finalement pour le remembrement du bocage. Est-ce que, Inès, vous avez rencontré ça dans vos entretiens, et puis notamment donc, les politiques ou les discours que vous avez pu retrouver pour la réalisation de la bande dessinée, et puis en lien avec Léandre aussi, Mandar, vous avez trouvé aussi ces discours-là sur une haie qui empêcherait finalement le bon déroulement d'une meilleure... en tout cas le regroupement des terres qui favoriserait une meilleure production agricole. À cette époque, en tout cas, d'après le génie rural, les haies, mais aussi les vergers, parce qu'à cette époque, l'économie paysanne est beaucoup basée sur la production de fruits. Les paysans ont leurs vergers, pommiers, cerisiers, mais aussi les noyers, les châtaigniers, etc. Ces arbres et ces haies sont considérés comme des obstacles à l'utilisation rationnelle du sol. Et c'est ce qui va d'ailleurs susciter beaucoup de colère dans les campagnes, c'est qu'on va parfois donner contre une parcelle boisée ou un verger à une famille de paysans, on va donner une prairie nue, et on considère que les arbres n'ont pas de valeur ajoutée, quoi. C'est simplement la surface de la parcelle et la qualité de la terre qui est prise en compte dans les échanges parcellaires.
Et voilà ce que je peux dire sur ce... On va y revenir de toute façon sur cette question de la haie. Peut-être qu'on peut aborder en fait les enjeux. C'était quoi, Denis Rochard, les enjeux du remembrement en fait à l'époque, et donc peut-être qu'on peut reparler des différents textes de loi en fait qui ont été votés. Alors on parlait de la loi du 9 mars 1941. Il y en a eu avant, il me semble. Il y en a eu ensuite après. Est-ce qu'on peut... Alors, ça a été bien dit, il y a eu quelques lois avant, mais c'était vraiment lié à des situations tout à fait particulières. Suite à des contextes de guerre, peut-être que tel coin méritait d'être remembré. Donc c'était plutôt des démarches à caractère très très localisé et volontaire. Ce n'était pas conçu comme une politique nationale. Et ça, c'est la première grande différence. C'est que là, c'est à l'échelle du pays qu'on dit on va réfléchir au remembrement. Et c'est vraiment, on dit toujours que la loi de 41, c'est le droit moderne du remembrement. C'est là vraiment qu'il commence à apparaître. Alors, il faut le situer aussi dans un contexte, c'est qu'à la même époque, on va adopter le statut du fermage et du métayage. Et on va partir sur une logique de produire plus, pour les raisons que vous avez évoquées, et produire plus alors même qu'on est sur des exploitations qui sont extrêmement morcelées. Donc, vu par des ingénieurs, tout ça, c'est des obstacles à la production. Donc, il faut éliminer tout obstacle, c'est-à-dire que ce soit un obstacle type fossé, type haie, type chemin. Donc plus on aura des grandes parcelles et plus dans leur esprit, on doit augmenter les facteurs de production. Et je vous ai emmené juste un graphique qui est celui-ci. Ça, c'est les rendements de blé. Si on compare sur un siècle, vous voyez comment monte la courbe. Alors tout n'est pas lié qu'au remembrement, hein. C'est lié aussi à la mécanisation, à l'utilisation intensive de la chimie verte, etc. Donc on fixe cet objectif et on met des moyens. Et puis il ne faut pas oublier que fin de la Seconde Guerre mondiale, le plan Marshall aussi dote la France et l'Union européenne d'une grosse puissance de mécanisation. On considère que les champs sont souvent moins adaptés à cette mécanisation qui arrive qu'au cheval qu'on utilisait avant, qu'au bœuf qu'on utilisait avant. Donc il y a un vrai engouement pour dire il faut structurer mieux. Surtout que j'y reviens, le droit des successions en France qui se veut égalitaire fait qu'à chaque fois qu'on a une succession, si on la règle en nature, on divise l'exploitation. Donc c'est un effet mathématique. Et si on veut préserver, le code rural l'a prévu, le code civil l'a prévu, ça s'appelle l'attribution préférentielle. Donc un frère peut dire, moi je demande à ce que l'exploitation ne soit pas divisée, je la garde pour moi. Mais comme on doit avoir, si on n'a pas une égalité en nature, une égalité en valeur, encore faut-il que celui qui veut préserver l'exploitation telle qu'elle puisse verser des soultes à ses frères et sœurs. Donc on a quand même souvent l'effet de mécanique de hacher le sol. Donc avec cet objectif-là, on va dire on va pouvoir essayer de travailler sur la structure parcellaire pour avoir des exploitations mieux structurées, plus grandes. Et on met beaucoup de moyens en face. Parce que ça coûte extrêmement cher de faire du remembrement. Ça coûte cher directement et ça coûte cher indirectement. Ça coûte cher directement parce que c'est des gros travaux, des gros engins, subventionnés à l'époque pour ça. Ça coûte cher, voilà, exactement, en travaux connexes, en nouveaux chemins sur lesquels on va se promener, en fossés, etc. Et ça coûte cher aussi, après, en termes d'actes à passer derrière du côté notarial. Puisque vous devinez qu'on rentre à X propriétaires dans une opération de remembrement avec X parcelles, mais on va ressortir avec de nombreux actes qu'il faut à nouveau publier pour constater que les propriétaires ont changé. Et donc tant qu'il y a eu de l'argent pour subventionner et ces gros travaux et la prise en charge des actes, le remembrement, il a produit des effets. C'était de l'ordre de 500 à 700 000 euros sur la période 500 à 700 000 hectares, qui sur la décennie 70 est à peu près de cet ordre-là. Hein. Mais il y avait des moyens en face. Quand on a dit aujourd'hui il n'y a plus de moyens, depuis la loi de décentralisation, c'est au département de prendre ça en charge. Et même si vous voulez faire de l'aménagement entre deux voisins, faites-le. Mais c'est vous qui supporterez les travaux connexes, c'est vous qui supporterez le coût de la publicité. Là, vous devinez que ça devient beaucoup plus compliqué. Donc il y a une vraie volonté et des moyens qui ont été mis sur la table, clairement. Travaux connexes, c'est un terme qu'on retrouve beaucoup dans les archives du remembrement. Ça implique notamment la destruction de haies, l'enfouissement, etc. Et la rectification de cours d'eau. Oui, c'est-à-dire c'est des termes très techniques, mais qui derrière revêtent une réalité qui est de l'ordre de ce dont on parle là, c'est-à-dire la disparition de paysages.
Pour en revenir quand même sur un élément qui est intéressant, qui sont liés aux lois, c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'avec la loi de 41, il y a eu une accélération autoritaire, on en a parlé du remembrement, c'est-à-dire que jusqu'à présent, il y a eu des politiques, mais on sentait que les paysans étaient réticents quand même, et puis à partir de 41, on impose finalement le remembrement, et alors je prends... Chloé Baudry, un extrait d'un discours d'Edgar Pisani que vous reproduisez dans votre texte, qui moi je trouve est assez édifiant, assez parlant. Donc Edgar Pisani, c'est ce haut fonctionnaire, donc il avait la fonction de ministre en fait, qui va mettre en place les lois de 1960-62 de la nouvelle politique agricole française. Et donc il fait un discours à l'Assemblée nationale en septembre 1961. Voilà, j'ai extrait une petite partie parce qu'en fait il faudrait lire tout ce discours tellement il est assez édifiant, en tout cas plusieurs dizaines d'années après. Je lis juste cet extrait et puis je te donne la parole après. « Je tiens à dire, dit-il, et à dire très fort, que le ministre de l'Agriculture est responsable de l'aménagement de 90% de l'espace national et qu'en définitive il est le gérant, par personne interposée sans doute, de l'essentiel de l'espace national. » C'est-à-dire que là, dans cette phrase, disparaît le paysan, l'agriculteur, qui va finalement être sur sa propriété privée, quelque part, le responsable de l'aménagement de son territoire. Il est la personne interposée, donc c'est déjà quelque chose, je trouve, comme programme. En fait, ce discours-là, moi, m'a beaucoup frappé et donc je l'ai coupé. En effet, il est présent dans le texte que j'ai écrit. Il est démembré, pour le coup, c'est l'idée. C'est que j'en ai pris que des morceaux et je les ai reversifiés sur la page pour faire apparaître. J'ai rien ajouté, en fait. J'ai juste découpé, mis en page, entre guillemets, pour faire ressortir l'absurdité du propos, on va dire, et donc il ponctue tout le roman parce que voilà, là c'est qu'un morceau, mais à chaque fois, tout est de cet ordre-là, quoi. C'est vraiment très fort dans l'usage des mots, quoi. Donc ça me semblait important que ça existe. Est-ce que le paysan est toujours propriétaire de son terrain, Denis Rochard, avec ces lois-là, ou est-ce que c'est l'État qui prend en charge la direction que doit prendre le paysan? Alors, juste sur ces lois-là, elles sont importantes. Il faut bien comprendre que la loi de 60-62 d'Edgar Pisani, c'est la première loi d'orientation agricole. C'est-à-dire c'est la première fois qu'on dit quel type de politique agricole on veut. Alors après, on peut discuter est-ce que le choix a été pertinent ou pas, mais on fixe un cap, on fixe un objectif et on met des moyens au service de cette politique. Et ça a été un petit peu évoqué, mais la même loi, elle crée la SAFER, la Société d'aménagement foncier d'établissement rural, à qui on donne comme mission, unique à l'époque, d'installer, d'améliorer, de renforcer, de consolider et de faciliter l'agrandissement des exploitations. Donc déjà, là, le mot est lâché, c'est aussi un autre instrument. Et d'ailleurs, dans le code rural, c'est dans le même livre, le livre au premier, qui est réservé à l'aménagement foncier. Donc on y met clairement des moyens. Alors après, oui, l'agriculteur, il est clairement dépossédé. Alors, je laisse la place aux sociologues qui sont bien plus capables, mais juridiquement, il est dépossédé puisque il va rentrer dans une opération de remembrement en étant propriétaire de X parcelles. Je ne vais pas faire trop de technique, mais on va évaluer les parcelles avec lesquelles il rentre, en leur donnant une valeur de productivité, notamment, en tenant compte de la taille, de la qualité du sol, de l'exposition, des éléments qu'il y a dessus éventuellement. Et une fois qu'on aura fait son compte de propriété, le but, c'est qu'il ressorte de l'opération avec une propriété de valeur équivalente, mais de valeur équivalente du point de vue de la capacité à produire. Et d'ailleurs, s'il n'y avait pas une valeur équivalente, ça peut donner lieu à contentieux, et Dieu sait s'il y a eu du contentieux. Parce que le problème, c'est que même si on lui donne une valeur, une parcelle qui a une valeur plus productive, il n'a plus le champ qu'il tient depuis 2, 3, 4 générations. Et donc c'est ça, du point de vue du droit, il a le sentiment d'être dépossédé, même si on lui dit tu vas avoir à la place une parcelle qui est de taille plus conséquente, moins de déplacement, de la mécanisation possible, etc. Et en plus, ce n'est pas le remembrement tel qu'il était avant la loi de 41. Là, c'est un remembrement qui devient obligatoire. C'est-à-dire qu'une fois que l'opération et le périmètre est déterminé, on ne dit pas « Non mais moi, je n'ai pas envie de jouer dans le film, je veux rester comme ça ». Non, on est concerné par l'opération. D'où les problèmes après que ça a donné, mais c'est l'objet de
du livre notamment. Benoît, tu voulais intervenir sur cette question et notamment sur peut-être le rôle il y a un rôle social de la haie, enfin en tout cas il y a cette dimension-là qui apparaît et peut-être qu'on peut parler peut-être du rôle économique et social de ces haies-là pour les agriculteurs et les agricultrices, même encore aujourd'hui, même si aujourd'hui les enjeux sont peut-être différents de ce qu'ils étaient à l'époque. Effectivement, c'est toute une économie vivrière, une économie de subsistance qui a été remise en question dans ces plans d'aménagement et de rationalisation économique. Il y a le parent pauvre de tout ça, celles et ceux qui ont vraiment payé le prix le plus cher, c'est la petite paysannerie. Celle qui vivait avec quelques bêtes sur quelques hectares, il y a encore des fois à peine quelques hectares, et qui parvenait par cette économie effectivement, ça abritait des fruitiers permettant de nourrir et de transformer aussi une petite économie de subsistance, de recueillir des petites, un peu d'argent, en plus des fromages de chèvre ou de vache ou du lait vendu, de pouvoir vivre. Alors, dans la BT, vous parlez d'autonomie, tu parles d'autonomie, mais c'est peut-être pas une autonomie, mais c'est une économie très autarcique qui permettait à cette petite paysannerie de vivre. Et ce qui est vraiment problématique dans ces projets, et c'est bien dit dans la BD, c'est vraiment des plans d'aménagement structurel qui viennent d'en haut, qui sont pensés dans des bureaux par des technocrates et qui annihilent une société paysanne qui vivait plutôt bien. Alors là, on pourra revenir quand même sur les conditions matérielles d'existence de cette petite paysannerie. Moi, ma grand-mère ou les femmes notamment avaient des conditions de vie qui n'étaient pas faciles dans ces fermes à vivre. Et ça a été aussi analysé par les sociologues, cette solidarité mécanique, comme disait Durkheim, qui faisait qu'on vivait dans une espèce où l'espace, le devenir social était très limité sur la possibilité d'être autre chose que femmes de paysans, paysannes, mariées avec le voisin ou la voisine du village, ou mieux du village d'à côté. Et le devenir social était vraiment restreint, le champ du devenir. Bon, on y reviendra peut-être, mais c'est sûr que moi, j'ai pas envie d'idéaliser cette époque-là qui avait aussi ses problématiques et ses limites. Et pour autant, lorsqu'on parle aussi avec des anciens, lorsqu'on recueille des témoignages de paysannes, et moi pour faire beaucoup encore d'entretiens avec des paysans et des paysannes bio, je mesure la qualité de vie qu'ils ont, c'est-à-dire d'être en contact avec des bêtes, avec des paysages magnifiques lorsqu'ils ont permis d'entretenir ces paysages, et une qualité de vie que je pense que n'ont pas ceux et celles qui sont dans une logique productiviste, qui passent plus de temps devant leurs écrans, qui ont des salariés agricoles, qui font plus de paperasse et qui finalement perdent ce rapport à la terre. Bon, je suis allé loin peut-être je suis parti des années 1920. C'est intéressant, Inès Leroux, peut-être d'évoquer justement ce dont parle Benoît Leroux, c'est-à-dire que c'est un peu la lutte du pot de terre contre le pot de fer, c'est-à-dire de ces petits exploitants qui se sentent pour certains lésés face à des de plus gros en tout cas, et qui notamment vont traiter beaucoup les commissions de roman, si j'ai bien compris. Oui, juste pour compléter ce que disait Benoît par rapport à l'économie de la haie, il y a aussi toute l'économie du bois, c'est-à-dire que la haie, c'était le bois de chauffage, c'était le bois énergie, c'est aussi le bois de construction, c'est aussi le bois des objets du quotidien, des paniers, voilà, c'est énormément de ressources, toute cette haie, c'est toute une forêt linéaire en fait dans l'ouest de la France. Et puis après, il y a aussi tous les aspects, les bénéfices écologiques de ces haies, mais on y reviendra sans doute plus tard. Et d'ailleurs, je rebondis là sur cet aspect de la production de bois, c'est-à-dire qu'après-guerre, finalement, c'est plus aussi rentable de récupérer le bois, notamment pour le chauffage, etc. On passe au fuel, au gaz. Au gaz, on a énormément de progrès, entre guillemets, qui font que la haie devient moins utile, peut-être. Et dans le documentaire sur le village qui voulait replanter les arbres, il y a un agriculteur là, pendant les manifestations de début 2024 par exemple qui dit mais c'est pas vous qui pendant l'hiver allez
avec la tronçonneuse pour tailler les branches, etc., pour tout ce bois. Beaucoup n'en peuvent plus de cette fonction-là d'entretien de la haie. Et finalement, Léo Magnien, dans son ouvrage sur la sociologisation des haies, il parle de ça aussi, c'est-à-dire qu'on a peut-être aujourd'hui une vision de la haie un peu idyllique, mais pour ceux qui doivent l'entretenir, finalement, c'est quand même parfois perçu comme une corvée. Oui, mais c'est sûr que c'est aussi pris dans un mouvement où il y a un exode rural massif qui commence dès le début du XXe siècle, même avant, mais qui est aussi organisé par le remembrement, alors que en fait, ce travail était collectif. Et à partir du moment où il y a de moins en moins de main-d'œuvre sur les fermes, ça devient plus difficile d'entretenir les haies. Quand d'autres sources d'énergie arrivent, elles deviennent moins utiles. Mais quand même, on voit très vite, au début des années 60, que les agriculteurs vont dire, bon, nous on était d'accord pour araser du bocage, il y avait une nécessité parce que le maillage était devenu très petit, le maillage bocager notamment en Bretagne, mais en fait on ne voulait pas tout araser, il y avait des haies et des talus nécessaires, par exemple ceux qui étaient perpendiculaires à la pente, qui permettaient d'empêcher l'érosion, l'écoulement des eaux quand il pleuvait. Et ils disent aussi, ce bocage, il permet d'abriter nos bêtes, il permet de les abriter des intempéries, du soleil, du vent. Voilà. Ils vont en fait ils vont lutter pour préserver une certaine quantité de bocage qui n'a pas que des bénéfices vivriers par rapport au bois et aux fruits. Et pour revenir sur votre question sur les petits et les gros, en effet, il s'avère que la composition des commissions de remembrement est faite, dans ces commissions, il y a notamment quelques agriculteurs qui sont des agriculteurs choisis par le syndicat majoritaire, la FNSEA, qui sont des personnes qu'on pourrait qualifier aujourd'hui qui sont prises en conflit, qui sont dans un conflit d'intérêts en fait, puisqu'elles sont elles-mêmes intéressées par la redistribution des terres, elles sont elles-mêmes agricultrices sur la commune, et elles ont donc une vision de l'agriculture qui est cohérente avec celle du syndicat, et elles vont s'avantager, elles et les autres personnes qui ont cette même vision d'une agriculture productiviste, et elles vont privilégier les profils les plus jeunes, les plus modernistes, et défavoriser les plus petits agriculteurs. Donc, et en fait, il va y avoir dans quasiment toutes les communes, du moins qu'on a étudiées avec Léandre, en Bretagne, dans le Limousin, dans la Marne, les Ardennes, dans les archives qu'on a vues aujourd'hui aussi, ici dans la Vienne, on voit que très vite, s'il y a le besoin de remembrement se fait sentir au début, dès que les habitants découvrent les plans de remembrement, ils se disent, il y a un certain nombre d'agriculteurs, souvent la moitié dans les villages ou plus même, qui se disent... J'ai vu une archive tout à l'heure où il n'y avait que 2 agriculteurs pour le remembrement dans tout un village tout à l'heure de la Vienne. Ils se disent lésés, en fait. Il y en a beaucoup qui ont l'impression qu'ils y perdent dans l'opération. Ils vont s'organiser, faire des pétitions, des manifestations, arracher les bornes de remembrement. Ça va même aller jusqu'à des plastiquages de bulldozers de remembrement. Et ils vont former beaucoup de réclamations d'abord, puis de recours en justice. Et ce qu'il y a d'assez frappant, et c'est toujours le cas aujourd'hui, c'est que les recours ne sont pas suspensifs. Donc en fait, la justice peut prendre plusieurs années à se positionner sur un dossier. Et même si une personne, on lui dit oui, en effet, vous allez pouvoir retrouver votre parcelle, entre-temps, les travaux ont eu lieu, les arbres ont été arrachés. Et en fait, finalement, la décision est presque de papier, quoi. Concrètement, le remembrement a eu lieu et on ne peut pas revenir en arrière. Alors, est-ce que le remembrement, c'est une guerre au bocage? Parce que finalement, le titre de la bande dessinée, c'est Champ de bataille. Chloé Baudry, dans votre texte inédit que j'ai pu lire en avant-première et que nous espérons que vous pourrez publier, vous parlez de ligne de démarcation, d'une guerre avec ses luttes, ses marques dans la chair et ses exils. Combien de corps avaient ainsi été démembrés? C'est un vocabulaire de la guerre, finalement, qu'on utilise pour parler de cette histoire. Oui,
alors je pense que c'est, alors peut-être c'est moi ma manière de le percevoir avec ce que je vous ai raconté tout à l'heure sur la fameuse découpe sur le chemin derrière la maison, mais je pense aussi que dans la façon dont ça a été perçu par les gens, alors moi j'ai enquêté vraiment auprès des gens de ma famille essentiellement, et puis après dans les traces des archives que j'ai pu retrouver. Donc en effet, ce que j'ai retrouvé, c'était notamment les cahiers de doléances une fois que le plan a été, le plan de remembrement est annoncé auprès des gens de la commune. En effet, la manière de percevoir cette annonce de nouveaux plans pour les gens, c'est vraiment comme si on leur faisait la guerre. Mais parce que je pense, alors après c'est un peu ce que j'essaye de formuler tout au long du livre, c'est que je pense que quand on est paysan, on n'a pas le même rapport à la terre que les gens qui ne le sont pas, et qu'il y a une sorte de perception entre soi et le paysage qui est en fait continue. C'est pour ça que moi, je pense qu'enfant, j'ai pensé qu'on avait découpé des gens derrière. C'est parce que je pense que dans la perception, la manière dont les gens de ma famille l'ont perçu, le remembrement, c'était vraiment comme perdre quelqu'un. Perdre un noyer, perdre un pommier, perdre un coin de prairie, c'était comme perdre un membre de la famille. Et il se trouve que moi, c'est aussi tout le sujet du livre, c'est que je travaille sur plein de niveaux de remembrement, mais il y a vraiment cette question-là de la guerre, de l'arrachement et de la violence, en fait. Et justement, là, on parlait tout à l'heure de la valeur des terres, donc on échangeait une terre pour une autre, et donc on avait fait une classification des terres avec des points, donc telle terre correspond à tant de points, etc. Sauf qu'on en oublie complètement la valeur affective, finalement, de ces terres-là. Et est-ce que utilisons le mot, est-ce que le traumatisme, en fait, lié au remembrement ne vient pas aussi de cette perte affective de ces terres-là? Je ne sais pas qui veut... Vu que tu m'avais autorisé à lire un petit passage, peut-être que j'y vais là, c'est l'occasion. Bon, là, c'est intimidant parce que vraiment, c'est pas sorti de mon bureau. Donc, c'est une première avec un peu de gens. Mais bon, ça va le faire. Donc, c'est un petit passage qui s'appelle « Trou ». Travailler une terre, parfois la posséder, ça ne laisse pas les corps tranquilles. Ça remplit les mémoires de souvenirs et de noms. Parce qu'à force d'arpenter le terrain de long en large avec les bêtes, le tracteur ou des piquets, on finit par trouver des singularités pour chaque segment, des aspérités, et naturellement on qualifie, on nomme. Le champ au noyer, le pré du Paty, la parcelle de la Pointe, le champ du Léon. À l'usage, les lieux acquièrent une nouvelle identité qui n'apparaît sur aucune carte. On se transmet les noms oralement au fil des conversations, pas seulement au travail, mais aussi à table ou à la veillée devant les enfants. Le territoire peuple la maison et ses voix. Devenu adolescent, la toponymie bien en tête, le fils, peut se mettre à l'ouvrage sans risquer de se perdre en prenant un mauvais chemin. À force de répétition, l'espace est relié au corps, cousu dans la continuité de chacun des membres. Avec le remembrement, tout tremble. Le noyer de la famille est cédé aux voisins. Le goût vineux des nèfles se dissout en bouche jusqu'à n'être qu'un souvenir. La haie qui donnait les murs est arrachée par la nouvelle partition. Plus que la réécriture d'une carte, c'est le sol de la mémoire qui se dérobe et l'on reste avec un trou. Ça valait le coup de le lire, il y a un premier retour. Peut-être, à moins que Inès, tu voulais intervenir sur je voulais revenir sur le changement peut-être dans les mentalités des paysans eux-mêmes que le remembrement a pu provoquer. On avait évoqué dans l'après-midi. Chloé aussi, tu l'évoques probablement. Peut-être que Benoît, tu as rencontré aussi ça. C'est-à-dire que
on a une vision moderne du remembrement, enfin en tout cas c'est le discours officiel, le remembrement c'est la modernité, et donc forcément les agriculteurs qui sont les pro-remembrement, ce sont les plus modernes des agriculteurs, et ils s'éloignent de l'image du paysan, du bouseux, du crotteux, avec toutes les expressions péjoratives qu'on peut imaginer. Et puis donc il y a cette vision là de la modernité donc, qui passe aussi par la mécanisation, mais aussi avec toute cette idée là que j'ai retrouvée aussi, et puis dans la BD aussi, de la notion du champ propre. Voilà. C'est-à-dire qu'on a l'impression que le remembrement, c'est la modernité parce que c'est propre. Comme aujourd'hui on a l'expression du jardin propre, eh bien on a la notion du champ propre. Alors qu'est-ce que ça peut être un champ propre par rapport à ce que c'était avant ? Quelques mots, après je laisserai mes camarades compléter. Mais c'est vrai qu'il y a ce mot de progrès qui pourrait être utilisé, qui a beaucoup été utilisé, hein, cette idéologie du progrès, hein, cette idée que après une paysannerie familiale, petite paysannerie qui produit, comme ça a été rappelé, en quantité moyenne, mais qui permet de nourrir le territoire, mais qui n'est pas à la hauteur en fait des enjeux économiques et des enjeux de production après la guerre, hein, parce qu'il y a le contexte économique post-1945 qu'il faut rappeler, hein, c'est que la France souffre de la faim, donc il y a toute cette idée du progrès qui vient en partie de l'allié américain qui va apporter ses moyens et son modèle. Mais derrière cette notion de progrès, il y a tout un imaginaire. On associe au nom avec le mot de progrès ces vastes champs, étendues de champs, sans haies, ces grandes usines productives, hein, de matière animale, de viande. C'est comme ça qu'on peut les appeler avec d'autres. Hein. C'est-à-dire que c'est plus de la production, c'est plus de l'élevage, mais c'est la production de viande industrielle. Et cet imaginaire, elle est née en partie de ces voyages aux États-Unis que font aussi ces agriculteurs, techniciens et technocrates français qui vont s'inspirer de ce modèle-là, mais qui existe aussi en Allemagne, dans certains pays de l'Est aussi. Et qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que le champ propre, il vient de ça, hein, il vient de cette idée des monocultures très spécialisées, avec le recours aussi aux pesticides, fongicides et herbicides, qui permet d'éviter effectivement toute adventice de pouvoir survivre. Hein. Donc il y a on assimile rapidement, hein, cette notion de progrès avec cette notion de propreté, de netteté, de rectitude. Il y a une espèce de rationalité économique qui, par analogie, fonctionne avec une forme de rationalité esthétique, hein, c'est-à-dire c'est net, c'est propre, c'est nickel. Et on retrouve ça aussi dans l'agriculture biologique. Hein, celles et ceux qui sont passés en bio voilà, dans les années 70-80 jusqu'à aujourd'hui se confrontent à ce modèle, hein, cet imaginaire du champ nickel dont la production est rectiligne, où il n'y a pas une herbe folle, une mauvaise herbe comme ils disent, hein, ou un adventice qui dépasse. Donc il y a tout cet imaginaire, hein, qui a été construit dans les têtes et qui, alors ça serait long à développer, hein, je pense que ça va être dans la thèse de Léandre qui participe aussi, hein, parce que comment ? On espère que ça sera dans c'est assez complexe, hein. Il y a plein de mécanismes, hein, qui rentrent en ligne de compte. Un petit dernier mot, Patrick Champagne, mon directeur de thèse, hein, qui a beaucoup travaillé sur l'agriculture biologique, le devenir du monde agricole dans les années, entre les années 1950 et 2000, expliquait que lorsqu'il a commencé à faire du terrain dans les années 70-80, les techniciens et les économistes étaient persuadés qu'ils allaient dans le bon sens, hein, du progrès et du devenir nécessaire de l'agriculture. Donc il y avait, tout le monde allait dans le même sens, si vous voulez, y compris les chercheurs de l'INRAE ou de l'INRA à l'époque, qui étaient persuadés qu'il permettait à cette paysannerie d'aller vers un mieux-être, etc. Donc tout participe du même modèle, hein, le champ rectiligne, propre, etc. Ça va
dans le sens d'une meilleure production, d'une meilleure rentabilité, et finalement la possibilité aussi pour ces paysannes et ces paysans devenus agriculteurs, exploitants agricoles et chefs d'entreprise ou firmes de, je sais pas jusqu'où ça ira, de subvenir aussi à leurs besoins. Et il faut voir, et peut-être mon collègue de gauche reviendra sur les avantages économiques que ça crée, mais on est plutôt dans une logique critique ici, mais voilà. En tout cas, ce qui est certain, et donc dans la bande dessinée, vous reproduisez et vous appuyez sur des archives de l'INA. Donc là, on n'a pas pu en diffuser, etc., parce que la voix off, elle est toujours assez truculente dans ces archives des années 50, 60. Donc en fait, il y a cette politique du remembrement, elle se fait à grand renfort aussi de propagande quand même, avec des discours, voilà. Et il y a dans la bande dessinée, vous reproduisez notamment donc le texte, un discours qui commence par une révolution pacifique et discrète. Voilà. Alors ça m'a intrigué, parce que est-ce que le remembrement, ça a été vraiment une révolution pacifique et discrète? Alors c'est peut-être l'historien qui va nous répondre là-dessus. C'est vrai qu'il y a eu en fait tous les récits en général qui ont été faits de la modernisation agricole, on va dire depuis la Seconde Guerre mondiale. Les récits habituels présentent toute cette transformation comme une sorte de success story. Y a un ouvrage fameux de 63 qui s'appelle La Révolution silencieuse, voilà, de Michel de Baptiste, qui a été ensuite président de la FNSEA et ministre des Industries agroalimentaires sous Raymond Barre et tout ça. Et du coup, il y a un peu ce mythe quand même de la Révolution silencieuse qui court encore, parce que finalement, tous ces récits ont fait assez peu de place aux voix dissonantes, aux résistances qu'il y a pu avoir à certaines logiques de cette modernisation, et le remembrement, ça montre bien justement tout cet aspect contestation. Et en fait, ce que montre l'histoire du remembrement notamment, c'est que cette transformation très radicale qui est survenue en un temps assez court finalement, entre les années 50 et 70, si on veut, en une vingtaine d'années, voilà, l'agriculture a complètement changé de visage, et on peut se demander comment une transformation si profonde ait pu advenir aussi sans une certaine dose de violence finalement, de coercition, et le remembrement, ça illustre finalement tout ça. Et tout ça pour dire aussi qu'il y a eu des récits, voilà, assez conventionnels jusqu'ici de toute cette histoire-là, et il y a une certaine forme de renouveau aujourd'hui. Alors moi je parle de ce que je connais le mieux pour l'histoire, mais il y a un renouveau historiographique avec des chercheurs-chercheuses qui explorent, qui essayent d'écrire cette histoire, de la réécrire avec de nouvelles sources, de nouvelles problématiques. Je pense par exemple à l'historien Christophe Bonneuil aussi, qui est parmi les personnes un peu qui portent vraiment cette ambition historiographique. Et Margot Lyotet aussi, qui est une doctorante de Christophe Bonneuil, qui a justement aussi fait sa thèse sur l'agriculture en France pendant la Deuxième Guerre mondiale, et qui montre justement comment cette période de Vichy, de l'occupation, qui souvent était un peu un angle mort de l'histoire de la modernisation agricole. On disait, oui, bon, Vichy, c'est traditionnaliste, c'est la terre qui ne ment pas, etc. Donc la modernisation a été gelée, stoppée à ce moment-là. Alors qu'en fait, comme je disais tout à l'heure, il y a l'occupant allemand qui contrôle de façon très étroite l'agriculture pendant ces années, qui cherche vraiment à moderniser, à marche forcer l'agriculture. Il y a beaucoup de lois de modernisation qui sont prises à ce moment-là, qui sont conservées, comme la loi sur le remembrement par exemple. Mais voilà, donc il y a beaucoup de chantiers d'histoire, en tout cas, qui restent à écrire. En tout cas, Inès, pour l'écriture de la bande dessinée, vous avez fait des incursions hors de la Bretagne. Vous êtes allé aussi avec Léandre, parfois
dans d'autres régions. Et ce qu'on remarque, c'est qu'à chaque fois, on trouve des villages qui sont divisés en deux, presque entre les pro-remembrement et les anti-remembrement. Et ça, c'est quelque chose qui perdure. C'est quand même assez étonnant. Je voudrais dire que cette BD, elle commence... l'histoire de la BD ne commence pas dans le Limousin, mais moi j'ai pensé cette BD en la pensant d'abord dans le Limousin, parce que j'ai entretenu une correspondance avec un auditeur d'une série que je faisais pour Les Pieds sur Terre sur France Culture, le journal breton La Fabrique du Silence, et c'était quelqu'un qui avait connu le remembrement à Verneuil-sur-Vienne, en Haute-Vienne, et c'est vraiment à partir de cette correspondance que j'ai commencé à penser cet album. Donc il ne concerne pas du tout que la Bretagne. Et on est allé dans plusieurs territoires. Et en effet, ce qui est frappant, c'est à quel point, mais en cela, ça peut résonner avec d'autres grands projets énergétiques aujourd'hui adossés à l'agriculture, comme l'éolien industriel, la méthanisation, les bassines. Ils génèrent des fractures dans les sociétés rurales qui semblent inédites. Enfin, vraiment, les témoignages qu'on a, c'est des gens qui parlent d'une certaine cohésion. Donc, on n'est pas forcément en amitié avec le voisin, mais quand il y a besoin de travailler ensemble, on travaille ensemble. Et après le remembrement, il y a des clivages, justement parce que le voisin a récupéré le champ du noyer. Il y a une espèce de brûlure affective. Les gens n'arrivent pas en fait à renouer des liens. Et ce qui est très étonnant, c'est que ces clivages perdurent à travers les générations. Donc on est allé dans des villages où les petits-enfants ne parlent toujours pas aux voisins parce que leurs grands-parents ou leurs parents étaient en opposition pendant le remembrement. Dans des communes où il y a 2 sociétés de chasse, en Normandie, la société des descendants des opposants au remembrement et celle de ceux qui étaient en faveur du remembrement, 2 bars, Et en fait, ce qu'on découvre aussi avec ce genre de soirée où on ne s'attendait pas à ce que les gens s'intéressent autant à ce sujet, ce qu'on découvre, c'est qu'il y avait la nécessité d'un travail mémoriel, en fait, à faire. Et voilà. En tout cas, ce qui est certain, c'est que ce n'était pas la révolution pacifique et discrète qu'on cherche à imposer, en tout cas dans le discours officiel, n'était pas la réalité du terrain. Là, je vous montre juste un exemple de cette femme, Marie Sozo, donc sur la commune de Saint-Sauvent. Alors là, on est beaucoup plus... c'est plus tardif, c'est les années 90. Saint-Sauvent, c'est une commune du sud de la Vienne. Marie Sozo, elle a été partie prenante dans un collectif d'action contre le remembrement, notamment parce qu'en tant que petite exploitante familiale, eh bien, elle vit la haie, c'est important. Voilà, quand elle mène ses chèvres d'une parcelle à une autre, eh bien, les chèvres en profitent pour grignoter un peu ces haies qui se trouvent ici. Voilà, donc il existe en tout cas toutes des archives, en tout cas, et des témoignages de personnes qui ont lutté. Et il faut bien s'intéresser à cette histoire pour le révéler, pour aller au-delà d'un discours officiel sur cet aspect positif du remembrement. Alors, on a parlé déjà de ce traumatisme social finalement qu'a représenté le remembrement pour ces populations-là. Chloé, je cite votre grand-mère, quand vous lui parlez du remembrement, et vous écrivez « Ah oui, le remembrement, quelle époque !» Voilà. Ça veut dire que c'est un sujet que tout le monde connaît, qui fait partie des familles, mais qui a fait l'objet d'un silence finalement assez important. Alors je faisais, en discutant cet après-midi, je faisais le lien avec le silence qui était lié aux jeunes partis les jeunes appelés partis à la guerre d'Algérie. On avait fait une table ronde l'année dernière sur ce sujet-là. Et d'ailleurs, on disait que c'était une période de concordance des temps, les années 50-60. C'est cette période où 1,5 million de jeunes partent en Algérie. Ce traumatisme, il est vraiment enfoui au cœur de la famille, quoi.
Oui, alors là je peux parler que de la mienne parce que c'est celle que j'ai le plus creusée, mais en effet, donc pour donner un peu plus de détails, donc moi, mes deux grands-pères se sont impliqués dans les commissions, mais de manière différente. Le grand-père du côté de mon père était membre officiel de la sous-commission de remembrement. Pour faire un portrait rapide, c'était vraiment le pur produit de la JAC, c'est-à-dire la jeunesse agricole catholique. En même temps, donc un côté progressiste, mais pas non plus très flamboyant, puisqu'il y avait un côté un peu catho, comme ça, qu'il fallait pas non plus trop tout ébouriffer. Mais quand même, voilà, suivre ce chemin-là général. Et puis de l'autre côté, du côté maternel, mon autre grand-père s'est impliqué, mais de façon officieuse, en aidant un copain qui était lui membre de la sous-commission. Et donc ce grand-père-là, du côté de ma mère, pour le coup, c'est un autre profil. C'est pas des gens à la JAC, c'est pas des gens cathos spécialement. C'est des gens, par contre, qui ont des terres mauvaises, on va dire, par rapport à ceux du côté de mon père. Et qui, je pense, du coup, avaient peut-être un peu un intérêt certain à se mêler un peu de cette affaire de près. Disons qu'ils étaient moins avantagés que mon grand-père du côté paternel, mais n'empêche, dans les deux cas, je reste du bon côté de la clôture, c'est-à-dire du côté de ceux qui étaient propriétaires et qui ont quand même été impliqués. Donc moi, j'ai vraiment fait le choix de travailler à partir des archives qui étaient, qui sont conservées aux archives départementales de la Vendée, et puis après de faire avec la matière qu'on m'a transmise dans la famille. C'était un peu mon pari de départ pour voir justement ce qui manque, tous les endroits où où il n'y a pas de parole autour de certains sujets. Donc très vite, je me suis rendu compte que typiquement ma grand-mère, puisque c'était la seule survivante au moment où j'ai commencé, elle était vraiment gênée avec cette histoire de « Ah oui, le remembrement, c'est toute une histoire. Ah oui », elle finissait jamais ses phrases. Et je sentais bien que c'était... ça mettait du temps à venir, mais il y avait un truc du genre, ah oui, c'était quand même un peu embêtant parce que nous, on s'est retrouvés en mauvaise posture parce qu'on était dans la sous-commission. Je comprenais bien aussi que ça avait dû être un avantage. Et en même temps, très vite revenait la question du coup du tiers sur lequel on se déporte, c'est-à-dire le géomètre. Parce que c'est plus simple de taper sur le géomètre que sur le voisin. Donc moi, c'est plus à ça que j'ai eu accès, c'est au géomètre, à comment ils sont arrivés... elle le disait très clairement, le fait que c'était des gens de la ville qui ne connaissaient pas les spécificités du terrain, et puis surtout qui étaient géomètres vraiment en géométrie plane, c'est-à-dire on arrive sur un espace, on regarde le plan cadastral, donc celui que moi j'ai retrouvé dans les archives, et on trace à partir de ça, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de connaissance des pentes, de cours de niveau, etc. Donc ça a donné lieu à des trucs complètement absurdes, en effet, où une fois que c'était remembré, malgré le fait que les paysans qui connaissaient le terrain pendant toute la procédure pouvaient dire au géomètre « Non mais là par contre il y a une pente, ça va pas être possible si on enlève la haie à cet endroit-là », c'était pas pris en compte, et du coup après il y avait un paysage qui d'une certaine manière ne fonctionnait plus, quoi. Donc il était amputé, voilà. Je file la métaphore. Oui, c'est vrai qu'on n'est pas passé sur la figure du géomètre, mais c'est clairement le personnage repoussoir quelque part à la fois dans la bande dessinée et puis dans cette histoire-là, parce que c'est lui qui va plus ou moins se déplacer, en fait, parce qu'on se rend compte que parfois il se déplace pas forcément. Inès, il faut faire coïncider ce que écrit Chloé, faire coïncider le paysage avec la géométrie plane des tracés cadastraux. Est-ce qu'on peut parler du géomètre et de son rôle? Je ne sais pas s'il y a des géomètres dans la salle. Je suis sûre qu'il y en a. Parce qu'on ne vous en veut pas non plus. Hein. Mais peut-être que Léandre a eu accès à beaucoup de correspondances de géomètres, notamment M. Valton dans la Loire-Atlantique. Ce qu'on peut dire sur les géomètres déjà, c'est que en fait, les méthodes du remembrement, les méthodes des géomètres et tout ça ont été élaborées beaucoup pendant les années 50 dans le bassin parisien, où il y avait les premières grandes opérations de remembrement de l'après-guerre, et dans la Beauce par exemple.
Et du coup, ces méthodes-là, ensuite, elles ont été exportées ailleurs. Les géomètres aussi ont pu exercer dans le bassin parisien et se retrouver en Bretagne, par exemple. Et ils se sont rendus compte que leur méthode, finalement, posait peut-être plus de difficultés dans la région de bocage. Parce que dans le bassin parisien, par exemple, on a des qualités de terre assez homogènes, donc on n'a pas les obstacles des haies, des fossés de toutes sortes. Et sur les haies, par exemple, eh bien, effectivement, quand on doit faire un nouveau tracé de parcelles en tenant compte de la valeur des lots de départ des propriétaires, et on doit retrouver un lot à peu près équivalent en valeur, et du coup, il faut des tracés mathématiques, et souvent, ça colle pas trop avec le maillage bocager, alors du coup... ou les courbes de niveau. Et du coup, c'est une sorte de Tetris très compliqué qui amène à faire plein de micro-arbitrages à plein de moments. Et du coup, c'est aussi ces dizaines et dizaines de micro-arbitrages qui vont être plus en faveur de certains profils d'agriculteurs, alors que d'autres, on va plutôt arbitrer moins favorablement pour eux. Et du coup, les géomètres, effectivement, n'avaient pas une position très facile non plus. Il y a beaucoup qui ont été séquestrés, qui ont dû subir les foudres des contestataires du remembrement. Mais voilà, c'était aussi des figures repoussoires. Alors il y a aussi, on peut parler du géomètre, mais parler aussi de la figure de l'ingénieur du génie rural qui est présente dans les remembrements. Il y a toujours quelqu'un du génie rural qui siège dans les commissions, et les ingénieurs, ces ingénieurs touchaient ce qu'on appelait des rémunérations accessoires. C'est-à-dire qu'ils touchaient de l'argent, une certaine somme qui était proportionnelle au volume des travaux. Alors, c'était pas. Dans le détail, c'est assez compliqué parce que c'était pas individualisé, c'est-à-dire c'était pas un ingénieur qui arasait tant de kilomètres et après il empochait directement. C'était réparti et tout ça. Alors, je sais pas si le juriste de l'État aura peut-être des précisions à apporter là-dessus, mais en tout cas, ça a été quelque chose qui était très très critiqué et qui effectivement pose quand même un peu question. Bon, alors, comme l'heure avance, il va falloir penser à conclure. Est-ce qu'on peut, on parlait tout à l'heure du changement de nom du remembrement, on appelle plus ça le remembrement. Est-ce qu'on peut dater la fin du remembrement? Est-ce que ça se fait toujours? Ou ça se pratique différemment? Qu'est-ce que c'est qu'est-ce qu'on peut dire? Est-ce qu'il y a eu une fin, il y a eu un début, il y a eu une fin, ou est-ce que ça existe toujours? Clairement, quand on a changé de nom, on était déjà arrivé au bout du système. C'est les grandes lois de protection de la nature, la loi de 76 notamment, qui a mis un coup de frein. Et quand après, dans le Code de l'environnement, on a intégré aussi la doctrine qu'on appelle ERC, éviter, réduire, compenser, où là, c'était compliqué de faire parce qu'on avait démontré qu'en faisant du remembrement, on portait atteinte à l'environnement. Donc, de ce point de vue-là, ça devenait compliqué. Après, la deuxième chose, c'est qu'avec la décentralisation et les moyens qu'on cessait, les collectivités n'avaient plus les moyens ni de faire les travaux connexes, ni de supporter le coût lié aux actes qu'il fallait passer derrière le remembrement. Et puis par-dessus, sont arrivés les effets néfastes du remembrement qu'on a très vite vu en termes de qualité des sols, capacité à produire, des effets néfastes sur les phénomènes d'inondation, d'érosion des sols, etc. Et comme l'histoire, c'est toujours faire et défaire, c'est assez extraordinaire de voir qu'aujourd'hui, on dit aux exploitants agricoles, si vous voulez toucher des aides de la PAC, il vous faut une certaine surface de haies. Donc notamment, ils replantent. Alors ce qui serait intéressant, c'est de regarder où elles sont replantées par rapport aux photos d'avant. Mais clairement, ça a mis un coup de frein. Donc aujourd'hui, il y en a très très peu. Et parfois, c'est de manière purement volontaire, quand il y en a. On peut toujours avoir beaucoup d'aides de la PAC sans haies. C'est juste des aides accessoires.
Mais... Oui, enfin quand même, hein, un minimum, il faut 5% de SIE, de surface d'intérêt écologique, sinon on n'a accès à aucune aide. Alors cette thématique de l'eau, elle revient à Saint-Sauvent, par exemple, dans les cahiers de réclamation. Donc le collectif d'opposants au remembrement, il va avoir 3 arguments, et notamment l'eau revient quand même, c'est-à-dire l'assèchement des terres, le fait que la haie, elle est là aussi pour protéger des intempéries, mais aussi retenir l'eau. Et donc là, peut-être on peut évoquer peut-être quelque chose qui vous intéresse spécifiquement, qui est en lien notamment avec ce qui se passe dans le Poitou, c'est-à-dire la disparition des haies, des terres remembrées du sud de la Vienne, et puis la concomitance avec l'apparition des projets de bassines. On a ici avec nous Benoît Leroux qui a co-rédigé un ouvrage Avoir 20 ans à Sainte-Soline, et peut-être que tu pourras intervenir aussi là-dessus. Est-ce qu'on peut trouver des liens entre cette histoire du remembrement, de la disparition des haies, et cette histoire de l'apparition des bassines qui sont là pour retenir l'eau qui a disparu avec les haies? C'est sûr qu'il y a pas mal de continuité quand même entre toutes ces dynamiques historiques qui se succèdent et qui s'imbriquent quand même pas mal. Moi, j'ai pas étudié de très près le territoire qui est concerné par les méga-bassines en Vienne, de Sèvres et tout ça. Mais c'est vrai que là, dans ce qu'on a pu voir dans les archives, on constate qu'il y a quand même beaucoup de communes concernées aujourd'hui par les bassines qui ont été remembrées, parfois 2 fois aussi dans les décennies précédentes. Et ça peut se comparer aussi à d'autres formes de grands projets, comme par exemple dans l'Est de la France, des grands projets éoliens qui apparaissent dans des territoires qui ont été très très remembrés. Et il y a un docteur maintenant en géographie, Jimmy Grimaud, qui a étudié cette question de l'éolien là-bas dans le Grand Est, et qui montre finalement comment c'est le développement de l'éolien, c'est une sorte pour lui, il voit ça comme une forme de nouveau remembrement qui profite de nouveau finalement aux plus grands propriétaires, aux exploitants qui ont ces grandes surfaces, parce qu'en plus là où on implante des éoliennes, eh bien idéalement il faut s'il n'y a pas trop de biodiversité autour, c'est plutôt bien, parce que comme ça on n'a pas des contraintes, on n'est pas contraint par les études, on n'a pas les contraintes environnementales associées au lieu où il y a de la biodiversité. Et tout ça, tout ça évidemment, toutes ces dynamiques sont très liées, quoi. Lui, il montre que, en fait, Jimmy Grimaud, que ça resélectionne les agriculteurs les plus gros qui peuvent avoir des grandes surfaces, qui peuvent supporter l'implantation d'éoliennes avec une emprise de béton au sol très importante et recevoir donc les revenus de ces locations et du coup au détriment des plus petits et ça, qui continuent davantage à disparaître. Et par rapport au lien entre remembrement et bassines, c'est vrai qu'on voit aussi à quel point les travaux hydrauliques pendant le remembrement ont en fait asséché les sols. On a eu tendance, par exemple, pour les rivières en méandre, à les rectifier. Donc on a fait des travaux pour en faire des cours d'eau qui allaient tout droit. Ça a beaucoup nui à la biodiversité parce que le courant rapide faisait qu'il y avait moins de vie aquatique possible. Mais aussi, ce qui s'est passé, c'est que l'eau a été très vite ainsi transférée de l'amont vers l'aval, donc créant en fait. Alors que quand il y avait ces méandres, c'était effectivement des zones humides pendant une grande partie de l'année, mais pendant la période sèche, ça permettait d'avoir des prairies très vertes et d'avoir des endroits où faire paître les animaux, ce qu'on a perdu. Donc c'était des sortes de micro-bassines qu'on a perdues. Et puis en aval, ça a généré des inondations en fait, avec toute cette eau qui arrivait. Et donc et même le maillage bocager peut être aussi considéré comme des micro-bassines parce qu'il permettait de vraiment retenir l'eau. Les arbres de haut jet ont des racines très profondes qui permettent de fracturer la roche, qui permettent de réalimenter les nappes phréatiques, etc. Enfin, entre bocage et présence de l'eau, il y a des liens qui ont été montrés très vite par l'INRA à la fin des années 60, au début des années 70.
Rapidement, ouais, la continuité entre le remembrement et les méga-bassines, elle est évidente, hein, ça a été souligné, mais c'est le même modèle productiviste, hein, qui est soutenu, qui sert une minorité d'agriculteurs, d'exploitants agricoles, qui sont dans des logiques très spécialisées, de concentration, maïsiculture notamment, et qui servent aussi finalement à un modèle de production qui ne nourrit pas la population locale, hein. Il faut le rappeler, hein, ça sert plutôt pour l'export, pour le port de La Rochelle et d'exportation. Et ça se fait aussi au détriment, aussi, ça a été, tu l'as évoqué, des zones humides, de la biodiversité. Et là aussi, c'est très problématique, hein, c'est qu'on est dans un système aberrant, c'est-à-dire même s'il y a eu des lois environnementales qui protègent un petit peu mieux notre biodiversité, on est dans la même logique, hein, de concentration productiviste et de moyens qui sont donnés à un modèle de production qui est absurde et en même temps qui est soutenu, encore une fois, par l'État policier et l'État économique. Bon, on va devoir conclure. J'avais une question sur la rencontre entre Léandre Mandar et Karl Marx dans la BD, mais on va faire l'impasse sur cette question-là parce que c'est complètement imaginé par le dessinateur. Je me doute, et justement, ça me fait une bonne transition parce que je voudrais finir quand même sur le support qui a été choisi, le médium, qui est la bande dessinée, puisque nous avons ici aussi dans la salle quelques étudiants du master en bande dessinée de l'Université de Poitiers, et donc ça pourrait être intéressant quand même de dire quelques mots sur la bande dessinée, en fait, pourquoi avoir choisi, alors il y a eu le précédent avec Algues Vertes, pourquoi choisir ce support-là, et puis peut-être que tu pourras évoquer un autre projet que tu as sur cette même thématique. Moi, j'ai fait des études de cinéma, pas de journalisme, et je n'ai pas persévéré dans le cinéma parce que j'ai pas accroché avec un peu cette débauche d'argent, de moyens, des équipes énormes qui bloquent des rues, etc. Et quand j'ai découvert la possibilité de faire du journalisme en BD grâce à la revue dessinée, ça m'a permis de renouer en fait avec ma formation. Ça a été aussi une belle rencontre avec le dessinateur Pierre Vanov, et lui, la manière dont il a pris ce premier album Les Algues Vertes en disant on va en faire une BD d'aventure, moi je veux dessiner ça comme un Tintin. Il venait me voir en Bretagne, il était juste avec un crayon, un papier dans les champs, enfin on n'était que tous les deux comme ça sur le littoral, et je me disais ouais, j'ai l'impression qu'on peut aboutir à un petit film, mais avec juste en faisant un papier, en utilisant juste très peu de moyens qu'un crayon et une feuille, et puis on peut aboutir à des choses qui sont très difficiles au cinéma. Là, on fait comme un film d'époque, enfin, on reconstitue des séquences entières de bastons entre les forces de l'ordre et les paysans, avec tous les costumes d'époque, avec zéro moyen. Et puis en fait, au niveau de la réception, c'est assez fabuleux la BD parce que à toutes les signatures, quasiment, j'ai des gens qui me disent c'est ma grande-tante qui me l'a offert, c'est mon petit-fils qui me l'a offert. Ça permet de renouer un dialogue dans la famille sur un sujet qui était complètement silencieux. Enfin, il y a quelque chose où c'est pas massif comme un gros article de Mediapart ou un gros livre documentaire. Il y a ou une thèse, désolée Léandre. Et là, on voudrait tout de même, au vu de la masse d'archives audiovisuelles et puis des témoins encore vivants qui sont là, on voudrait quand même prolonger cette recherche à travers un film documentaire, soit pour la télé, soit pour le cinéma, on ne sait pas encore, avec Léandre. Voilà. Donc on est à la recherche encore de témoignages. L'appel est lancé, et donc je vous remercie, je voudrais conclure. Juste parce que dans son texte, Chloé Baudry ponctue son texte de petits haïkus. Et donc je voudrais conclure avec un haïku, si tu le permets. Vas-y. Qui fait écho à notre visuel pour cette soirée. La haie retirée, l'arbre abattu, l'ombre n'est plus qu'un reflet de nuages. Voilà, je vous remercie pour cette table ronde et cette soirée.